Le retour de l'FC avec notre invité Clément Bessa, qui est donc de la RDC, originaire de la RDC, qui a été ancien pro, il vous l'a dit en début d'émission, et il est devenu agent de joueur. Il va nous dire quelques mots avant la fin de cette deuxième partie d'émission. Nos éditorialistes, Sami Mochtabi, qui est resté avec nous sur le plateau et qui a été rejoint par Saïd Hafizi. La question de l'FC, pensez-vous que le niveau du football maghrébin a baissé? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Dossier spécial consacré au football maghrébin. C'est donc ce que nous allons traiter dans cette deuxième partie. Pas de jingle, eh bien nous allons vous faire voir ce sujet pour la partie nord du continent africain qui a su professionnaliser, vous le savez, son football. Les clubs sont très convoités sur le continent et beaucoup de joueurs évoluent dans les plus grands championnats d'Europe. Cependant, la baisse des performances des sélections à l'échelle continentale pose un problème, justement, sur l'état du football de cette partie du continent africain. Sujet, Idlet Mirabel Bissou. Le football, sport roi en Afrique du Nord. Les pays de cette partie du continent ont réussi à développer les infrastructures sportives pour pousser haut la discipline. Aussi, l'organisation des différents championnats et le succès des joueurs originaires du nord de l'Afrique sur l'échiquier international n'est plus à démontrer. L'Égypte garde le record inégalé des Coupes d'Afrique des Nations de football sur le continent avec 7 trophées remportés. Même si la sélection manifeste une certaine somnolence depuis 2012, le Zamalek et les Pharaons d'Égypte ont de belles pages dans l'histoire du football continental, en sélection et en championnat. On va dire que le football au Maghreb est en très grande progression parce que c'est un football qui s'est professionnalisé depuis plusieurs années. Les clubs algériens, marocains et tunisiens sont connus pour leur changement constant d'entraîneur. En Tunisie, entre 2010 et 2011, toutes les équipes, à l'exception du stade tunisien, ont changé au moins une fois leur coach. En Afrique du Nord, les analystes observent une certaine baisse de performance depuis quelques années. Les clubs traînent une réputation d'instabilité technique. Les dirigeants veulent gagner très très rapidement. Ils n'ont pas beaucoup de patience pour pouvoir construire sur le long terme. Ils sont obligés de changer d'entraîneur pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. C'est notamment les cas de plusieurs pays maghrébins aujourd'hui, parce que l'Algérie, par exemple, a mis beaucoup de moyens, donc s'attendait à gagner. Sous Vahid Halilhodžić, ça n'a pas été le cas, donc il a été remercié après la Coupe du Monde. Et là, il y a Christian Gourcuff qui est déjà très critiqué. Du côté de l'Égypte, c'est l'élimination pour les derniers Cannes qui a coûté cher à l'Américain Bradley. Les pays de l'Afrique du Nord ont les championnats les plus structurés sur le continent. Les clubs de football restent les plus convoités en Afrique à cause du professionnalisme et de la qualité des infrastructures. Avant de retrouver nos spécialistes, nous allons faire un petit clin d'œil à ces championnats donc, de l'Afrique du Nord. Tout d'abord l'Algérie, avec USM Alger qui est en tête, avec les commentaires de Sami Mochtabi. C'est USM Alger devant Taj Genanet, je ne sais pas si je me prononce bien, qui a joué déjà 10 matchs et qui possède 19 points, si nous pouvons voir les tableaux. Et puis, troisième, Belouizdad, qui est à la 3e place. Est-ce que c'est un championnat que vous suivez, vous, Sami? Plus ou moins, pour être honnête, je suis plus le championnat marocain, mais c'est vrai que l'USM Alger a profité de sa dynamique en Ligue des Champions pour asseoir sa domination sur le championnat algérien. Maintenant, est-ce que justement leur récente défaite contre le TP Mazembe va-t-elle remettre en question cette domination et va casser en quelque sorte cette dynamique de victoire? On le verra par la suite, parce que parfois des équipes ont du mal à se relever d'un échec cuisant. Tunisie maintenant avec le CS Sfaxien qui est en tête de ce championnat devant ES Tunis et 3e Étoile Sahel. Avec vous, Saïd Hafizi, quelques mots sur ce championnat tunisien? Oui, on voit que c'est un championnat tunisien classique, c'est-à-dire que c'est un championnat tout le temps qui est palpitant. Il y a toujours les mêmes équipes qu'on retrouve en tête du championnat. Sfax qui reste sur les 3-4 dernières années un très bon club sur la scène continentale. Tunis, l'Étoile du Sahel, connue par tous les amateurs du football africain. Donc ça reste, c'est pas une surprise. On voit toujours ce championnat-là de très bonne qualité malgré les problèmes géopolitiques qu'il y a eu à un moment. Il a réussi à se maintenir et à maintenir un championnat tout le temps où il y a du suspense et il y a du jeu. Et voilà. Offensif, ouais.
Merci Saïd Sami. Nous allons revenir maintenant sur le Maroc, comme vous connaissez très bien, avec le Wydad Casablanca qui est en tête, qui a toujours dominé ce championnat quasiment depuis des années. Le Wydad marche très fort. Oui, le Raja aussi. Il faut pas oublier le Raja de Casablanca. Oui, c'est vrai que cette année, le Wydad réussit une grosse performance. D'ailleurs, le Raja a un peu sombré au niveau du classement. Est-ce que ce sera l'année des Rouges? Pourquoi pas. Le Wydad et le Raja sont les deux grands clubs phares du Maroc. Généralement, quand l'un marche, l'autre ne marche pas. Donc là, cette année, c'est l'année du Wydad. Et comment expliquez-vous la dernière place pour le Maghreb? Le Maghreb, Tétouan. Tétouan Oui. dernier. Ah oui. Mais je sais que je n'ai pas d'accent. Non. Allez-y. Oui, mais on peut. Voilà. Parfois, il y a des grands clubs qui subissent une passe difficile. Vous l'avez dit, on l'a vu en France avec, par exemple, Nantes, qui était un club phare de l'élite qui a sombré en Ligue 2. Je ne souhaite pas ça au Maghreb. Ils ont encore le temps de se relever. La saison n'est pas finie, mais c'est vrai que ce serait un coup dur pour la région et pour le championnat du Maroc de perdre un de ses représentants les plus fidèles. D'accord. Vous, Clément, nous allons voir aussi le tableau de l'Égypte et pour vous signaler qu'Al-Hali est ex aequo avec El Dakhlieh et troisième Al-Ittihad. Donc vous voyez sur le tableau Al-Hali qui est le plus connu, Zamalek est à la 4e place. Est-ce que c'est un championnat africain que vous suivez de près, vous Clément? Oui, tout à fait. Je suis quasiment tous les championnats africains, Maroc, la Tunisie, avec mes amis qui sont de Hadjalida. Vous voyez, je suis un peu tout ça. Aujourd'hui, il se pose un problème aujourd'hui en Afrique. C'est qu'on ne laisse pas la liberté aux joueurs de jouer aujourd'hui. Ils sont trop formatés, trop à l'européenne. Alors qu'il faut laisser le football africain se libérer avec cette fantaisie qu'ils ont. Là, aujourd'hui, tout est formaté. On parle que de l'Afrique du Nord. Est-ce que vraiment on a l'impression que ce football est en baisse actuellement, surtout au niveau des sélections, Samy? C'est là où je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que Clément faisait un état général. Je ne suis pas vraiment d'accord que le football maghrébin est baissé. Bien sûr, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les trois pays majeurs au top. Mais l'Algérie a fait une très belle Coupe du Monde 2014. La Tunisie, généralement, se qualifiait. Elle s'était qualifiée en 2010. L'Algérie aussi. Donc déjà, pour un pays africain, se qualifier en Coupe du Monde, c'est déjà une belle performance. On le sait très bien. Ensuite, au niveau des clubs, l'Algérie et la Tunisie ont placé souvent en finale des représentants ces 5 dernières années. Donc, pour moi, il n'y a que le Maroc, que ce soit au niveau de sa sélection et au niveau des clubs, qui traverse une vraie crise sportive, puisque l'équipe nationale n'a rien fait depuis 2014. Elle a eu une très belle embellie de 98 à 2004. Et en club, c'est un désert sans nom. Donc voilà, c'est plus le Maroc qui est en retrait, mais je ne trouve pas que l'Algérie ou la Tunisie ont démérité ces dernières années au point de vue performance sportive. D'accord. Alors Saïd, avec vous, maintenant, nous allons voir quelques images de joueurs qui crèvent l'écran en quelque sorte. Je voudrais parler d'Eman Abdenour, des Tunisiens, et Wabi Kazri également, qui joue à Bordeaux, les Algériens Faouzi Goulam, il y a Sofiane Fegouli, Yassine Brahimi, Saïd Benrama, donc ce sont les Algériens. Du côté du Maroc, Younes Belanda, qui a un peu disparu des écrans, Omar El Kadouri, Abdelaziz Barada, et puis du côté de l'Égypte, je voulais citer Rami Rabia, Hamed Hamoudi et Mohamed El Meni. Est-ce qu'il y a des noms que vous voulez aussi sortir du chapeau? Oui, donc vous avez Mohamed Salah par exemple en Égypte, qui est juste exceptionnel à l'AS Roma. C'est un monstre de technique, de vélocité. C'est quelqu'un, un très 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 bon joueur qui a malheureusement pas eu sa chance à Chelsea. Les pays maghrébins sont différents. On peut pas tout mettre dans la même analyse. La Tunisie, par exemple, c'est pas un pays qui a une tradition de binationaux comme le Maroc ou l'Algérie. C'est une sélection qui repose beaucoup sur le joueur local, parce qu'ils ont des bons clubs au niveau du championnat. Le Maroc, l'Algérie, c'est une tradition de longue date de faire appel aux binationaux. Brahimi, Benatia, c'est des joueurs qui sont le top de ce qui peut se faire aujourd'hui sur le continent africain.
mais on parlait d'Younès Belhanda qui traverse une longue traversée du désert actuellement avec le Dynamo de Kiev. Benrahma, il est un peu trop tôt d'en parler. Dans les tops, il a juste une seule sélection, il a mis un seul but dans sa carrière, je crois c'était avec Nice. Donc oui, il y a Riyad Mahrez. Et il faut voir quel but aussi. Hein. Il était exceptionnel, son but. Ouais. Alors, Saïd, justement, vous avez parlé de la Tunisie, vous avez bien fait, car nous avons pu joindre Henri Kasperzak, qui n'a pas... Bon, il devait avoir un contrat avec la Côte d'Ivoire, mais finalement, ça n'a pas marché. Tiens, il nous explique les raisons. J'étais en contact avec la Côte d'Ivoire, mais bon, ça traînait. Et puis donc, finalement, j'ai décidé pour la Tunisie. Les objectifs, ça change pas, même si je pars ailleurs, hein, mais bon, les objectifs restent toujours les mêmes. En ce qui concerne les deux équipes, comme la Côte d'Ivoire, comme la Tunisie, bon, c'est vrai qu'il y a un potentiel individuel et les joueurs, bien sûr, en Côte d'Ivoire est meilleur qu'en Tunisie, quoi, mais le football reste toujours collectif, donc c'est comme ça que je vois les choses. Alors, Saïd, quand je vais commander avec Samy après. Saïd, vous connaissez un peu tous les pays de l'Afrique du Nord. On va voir les images de l'Algérie et de la Tunisie avec les stades. Parmi ces deux pays, est-ce que c'est l'Algérie qui est le mieux doté en matière d'infrastructure? L'Algérie et la Tunisie? Ouais. Non, c'est la Tunisie. C'est la Tunisie. Oui. Le Maroc en numéro 1 en termes d'infrastructure. Oui, mais on parle de ces deux pays. Ensuite, tout d'abord. la Tunisie, oui. On sait que le stade du 5 juillet est en travaux depuis quasiment 10 ans. Là, il est opérationnel. L'équipe nationale jouait au stade de Blida, qui est un tout petit stade, certes, c'est une cocotte minute, c'est une bouilloire, il y a une ambiance, une atmosphère exceptionnelle, mais c'est un stade qui n'est pas réellement aux normes internationales. Et par contre, le stade de Rades, lui, est tout bonnement exceptionnel en Tunisie. Ils ont les infrastructures en Tunisie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ce championnat-là, parce qu'il y a les infrastructures, il y a du professionnalisme, il y a du sérieux. C'est un championnat de haute qualité. Oui. Avec vous, Samy, nous allons voir le Maroc et l'Égypte maintenant. Vous allez sans doute me dire que c'est le Maroc qui est le mieux doté. Nous allons voir les images. Oui, mais tout en étant objectif, le Maroc, c'était... Voilà, c'est ce stade qui est en construction au Maroc. Le Maroc s'était préparé pour la CAN 2015. Bon, malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Mais en termes d'infrastructure au niveau des stades, le Maroc, après la... C'est un projet. Après ce que nous avons vu, les images. Il y a eu quand même Marrakech, il y a eu Agadir, il y a Tanger, il y a Rabat. Non, après l'Afrique du Sud, le Maroc est le pays africain à posséder de telles infrastructures. L'Égypte a eu quelques soucis. Les stades sont quand même assez vétustes. Il n'y a pas eu de renouvellement depuis quelques années. Donc non, au Maghreb, c'est clair que si on parle d'infrastructure, le Maroc est loin devant. Oui. Avant de retrouver Clément, vous pensez que le nouveau gouvernement, le nouveau président va investir sur les stades en Égypte, sur les infrastructures? Je pense qu'il faudrait. On sait très bien la place qu'a le football en Égypte. On voit la ferveur des supporters, qui est parfois même trop grande. Mais on peut pas... L'Égypte fait partie du football africain, fait partie de l'histoire du football africain. Oui, il devrait quand même faire un petit effort pour essayer de nettoyer tout ça et avoir des stades au moins dignes de recevoir des équipes de ce talent. Nous allons retrouver Clément Bessa pendant quelques secondes. Vous êtes agent de joueur après votre carrière. Ça a été facile. Et c'est facile aussi de travailler parmi tous ces agents qui existent. Vous avez beaucoup de joueurs à votre compte. José, dans la vie, rien n'est facile. Rien n'est facile et on se bat matin, midi et soir. Il y a tellement d'agents et très peu de joueurs de très bonne qualité que le peu qu'il y a déjà, on se bat. Les joueurs africains font confiance à un ancien footballeur africain ou pas? Oui et non. Oui et non. Oui et non parce que ils veulent tous venir en Europe. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas tous faire ça. Vous êtes basé où? À Caen. À Caen. Je suis en Normandie, donc j'ai cette vivier qui est là, Le Havre, Caen, Rennes, où on a des très très bons joueurs. Très, très bons joueurs. Vos bureaux s'installer là-bas, comment vous faites pour vous contacter justement? L'Afrique nous regarde et même en Europe aussi on nous regarde. Donc Clément Bessa, si il y a quelqu'un qui veut le contacter, comment fait-on? Mon téléphone c'est le 07 55 05 63 51 et mon email c'est clément-j11@yahoo.fr. On peut répéter tout ça avant de clore? Tout à fait. Le 07 55 05 63 51 et mon email c'est clément-j11@yahoo.fr.
j11@yahoo.fr. Voilà, mais Clément, en tout cas, merci d'être passé. Et puis, je vous souhaite bon vent. J'espère que vous aurez beaucoup de joueurs africains qui vont venir vers vous pour vous faire aussi gagner de l'argent, comme ils font gagner de l'argent aux autres. C'est le but. Parce qu'après tout, vous êtes un compatriote et vous me le méritez. Et je pense que vous faites très bien votre travail. Merci à vous, José. Ok, c'est la fin de la deuxième partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour parler des U17 au Chili. Et puis nous parlerons aussi de ce Real Paris Saint-Germain. Que vous attendez? À tout de suite.